Au début du XIIIe siècle, un homme surgit des steppes de Mongolie et bouleverse l'équilibre du monde. En quelques décennies, ses cavaliers traversent la Chine du Nord, franchissent les déserts d'Asie centrale, renversent des royaumes en Perse, atteignent les confins de l'Europe orientale. Son empire devient le plus vaste territoire continental jamais uni sous une seule autorité. Mais ce n'est pas cela qui intrigue le plus les historiens aujourd'hui. Son nom, Gengis Khan. Pour ses ennemis, il est une tempête. Pour ses soldats, un chef quasi invincible. Pour l'histoire, un conquérant hors norme. Et pourtant, en 1227, au sommet de sa puissance, il meurt. Et c'est ici que l'histoire bascule. Puis le silence. Aucun mausolée, aucune construction monumentale, aucune inscription triomphale, aucune tombe identifiée. Comme si l'un des hommes les plus puissants de son époque s'était évaporé. Comment un homme qui a marqué la carte du monde a-t-il pu disparaître sans laisser la moindre trace de sa sépulture? Était-ce un accident de l'histoire ou une volonté délibérée? Et si la réponse remettait en question notre manière de comprendre le pouvoir lui-même? La mort d'un empereur. Nous sommes en 1227. Gengis Khan a environ 65 ans. Depuis plus de 20 ans, il mène campagne presque sans interruption. Cette fois, il combat le royaume des Xia occidentaux, dans l'actuelle Chine du Nord-Ouest. Les sources divergent sur les circonstances exactes de sa mort. Certaines chroniques évoquent une chute de cheval. D'autres parlent d'une blessure de guerre. D'autres encore suggèrent une maladie soudaine. Et c'est déjà un premier paradoxe. Même sa mort reste floue. Aucune certitude absolue. Ce que l'on sait en revanche, c'est que sa disparition survient en pleine campagne militaire. Et dans un empire bâti sur la conquête et la discipline, la mort du chef suprême représente un risque politique majeur. Car si la nouvelle se répand, l'empire peut vaciller. Alors, la décision est prise. Sa mort est tenue secrète. Les armées mongoles poursuivent les opérations comme si leur chef était toujours vivant. Les ordres continuent d'être transmis. La chaîne de commandement reste intacte. Il ne faut pas que l'ennemi apprenne la nouvelle. Pendant plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines, le monde ignore que l'homme le plus redouté d'Eurasie n'est plus. Pendant ce temps, selon l'histoire secrète des Mongols, principale source mongole du XIIIe siècle, le corps du Khan est préparé pour être ramené vers sa terre natale, au cœur des steppes de Mongolie. Un long voyage commence, à travers des territoires conquis, à travers des plaines immenses, vers les montagnes sacrées de son enfance. Et c'est durant ce voyage que le mystère s'épaissit. Mais déjà, un élément intrigue les historiens. Pourquoi un secret aussi strict? Était-ce uniquement pour préserver la stabilité militaire? Ou existait-il une tradition funéraire particulière, propre aux élites nomades mongoles? Car contrairement aux empereurs sédentaires, Gengis Khan n'appartient pas à une civilisation de pierres et de monuments. Il vient d'un monde de tentes, de mobilité, de territoires ouverts. Et lorsque son corps franchit les steppes en direction de la Mongolie, quelque chose est en train d'être organisé. Le mystère ne fait que commencer. Une sépulture secrète. Lorsque le cortège funéraire atteint la Mongolie, quelque chose d'inhabituel se produit. Ce n'est pas une cérémonie impériale. Ce n'est pas un spectacle de puissance. Les récits anciens, notamment l'histoire secrète des Mongols et certaines chroniques persanes comme celle de Rachid al-Din, évoquent une inhumation menée dans la plus grande discrétion. Pas de cérémonie publique, pas de proclamation officielle. Aucun monument destiné à immortaliser le lieu. Comme si l'objectif n'était pas de commémorer, mais d'effacer. Selon plusieurs traditions rapportées plus tardivement, la procession aurait été volontairement isolée. Des soldats auraient escorté le convoi à travers les steppes, écartant toute présence extérieure. Une fois le lieu choisi, le corps aurait été enterré rapidement. Puis, détail troublant, le sol aurait été nivelé. C'est ici que les récits deviennent plus inquiétants. Certains parlent de chevaux lancés au galop sur la zone fraîchement refermée, afin d'effacer toute trace visible. D'autres affirment que des arbres auraient été replantés pour restituer l'apparence naturelle du paysage. Les versions les plus dramatiques évoquent même l'exécution des témoins directs pour préserver le secret. Mais ces éléments proviennent de sources tardives, parfois écrites des siècles après les faits. Les historiens restent prudents. Il est difficile de distinguer ce qui relève de la réalité historique et ce qui appartient à la construction légendaire. Et pourtant, un fait demeure constant, l'absence totale de monuments. Ce qui semble néanmoins cohérent avec la culture mongole de l'époque, c'est l'absence volontaire de monumentalité. Contrairement aux pharaons d'Égypte ou aux empereurs chinois, les élites mongoles n'érigeaient pas de sépultures visibles destinées à défier le temps. Leur rapport au territoire était mobile, presque éphémère.
le paysage restait intact. Pas de pyramide, pas de mausolée, pas de stèle gravée. Juste une colline anonyme parmi des milliers d'autres. Et c'est peut-être là que réside la véritable difficulté. Mais alors une question se pose. Si la tombe n'a jamais été marquée, si aucune structure ne la distingue, comment espérer la retrouver 8 siècles plus tard? Et surtout, où chercher? Contraste avec d'autres empires. Dans de nombreuses civilisations antiques, la mort d'un souverain donnait naissance à un monument visible, durable, incontestable. En Égypte, les pharaons faisaient ériger des pyramides colossales, visibles à des kilomètres à la ronde. En Anatolie, le mausolée d'Halicarnasse fut conçu pour immortaliser un roi dans la pierre. En Chine, les empereurs reposaient sous d'immenses tumulus accompagnés d'armées de terre cuite comme celui de Qin Shi Huang. Le message était clair. La puissance devait survivre au corps. La tombe devenait un symbole politique, un centre de mémoire, un outil de légitimité dynastique. Un tombeau, c'était une déclaration de pouvoir. Mais Gengis Khan n'appartenait pas à ce monde-là. Il est né dans les steppes, au sein d'une société pastorale et nomade. Les Mongols vivaient sous des yourtes démontables, se déplaçaient au rythme des saisons et entretenaient un rapport très particulier au territoire. La terre n'était pas un espace à monumentaliser, mais un espace à traverser. Dans ce contexte, bâtir une pyramide aurait presque été une anomalie culturelle. Dans cette culture, la discrétion funéraire n'était pas exceptionnelle. Les sépultures aristocratiques pouvaient être marquées par de simples monticules de terre, parfois même sans signe distinctif durable. L'idée d'un tombeau de pierre destiné à défier les siècles ne correspondait pas aux traditions des élites mongoles du XIIIe siècle. Il est donc plausible que la tombe de Gengis Khan ne soit ni grandiose, ni richement décorée. Peut-être s'agit-il d'un simple tumulus, dissimulé dans une vallée isolée. Un relief naturel parmi des milliers d'autres. Et c'est précisément ce qui rend la recherche vertigineuse. Mais si aucune architecture ne la distingue, si aucun trésor ne la signale, alors la difficulté devient immense, car les steppes et les montagnes de Mongolie couvrent des millions d'hectares. Comment retrouver un point invisible dans un océan de paysages? Et parmi ces paysages sauvages, un lieu attire particulièrement l'attention des historiens, une montagne sacrée. Un nom revient sans cesse dans les sources, Burkhan Khaldoun. Et c'est là que l'enquête devient géographique. Où pourrait se trouver la tombe? Parmi toutes les hypothèses formulées depuis des siècles, une localisation revient avec insistance. Le mont Burkhan Khaldoun, un nom qui apparaît encore et encore dans les sources. Située dans le nord-est de la Mongolie, au cœur de la chaîne du Khenti, cette montagne occupe une place particulière dans la tradition mongole. Elle est mentionnée dans l'Histoire secrète des Mongols, texte du XIIIe siècle considéré comme la principale chronique indigène sur la vie de Gengis Khan. Selon ce récit, le jeune Temujin, futur Gengis Khan, s'y serait réfugié à plusieurs reprises au cours de sa jeunesse, notamment pour échapper à ses ennemis. Il y aurait prié les esprits de la montagne et juré fidélité au ciel éternel, le Tengri. Ce n'est donc pas un lieu choisi au hasard. Burkhan Khaldoun n'est pas un simple relief géographique. C'est un lieu fondateur. Certaines traditions suggèrent qu'il aurait exprimé le souhait d'y être enterré. Les historiens restent prudents. Aucune phrase explicite ne confirme formellement cette volonté. Mais le lien symbolique entre le chef et cette montagne est fort, et plus le lien symbolique est fort, plus l'hypothèse devient crédible. Le problème, c'est l'échelle. La région est immense, boisée, accidentée. Vallées profondes, rivières, reliefs escarpés. Les conditions climatiques sont rudes. Et surtout, une partie de la zone est classée et protégée, notamment au sein du parc national du Khan Khenti, pour des raisons environnementales et culturelles. Autrement dit, même si la tombe s'y trouve, y accéder est une autre affaire. La Mongolie moderne entretient une relation complexe avec ce mystère. Pour beaucoup, la tombe ne doit pas être dérangée. Elle fait partie d'un patrimoine spirituel. Ainsi, malgré des expéditions ponctuelles et des analyses à distance, aucune fouille archéologique majeure n'a permis d'identifier un site précis correspondant à une sépulture royale du XIIIe siècle dans cette zone. Mais cela signifie-t-il qu'elle n'est pas là, ou simplement que nous ne cherchons pas au bon endroit, ou pas de la bonne manière? Car depuis quelques décennies, une chose a changé. Notre capacité à voir ce que l'œil ne perçoit pas. La technologie a profondément transformé la manière d'explorer les paysages invisibles. Et c'est peut-être là que l'enquête prend un tournant moderne. Les recherches modernes. À partir du XXe siècle, le mystère change de nature. Il quitte le domaine des légendes pour entrer dans celui des satellites.
Il ne s'agit plus seulement de récits anciens ou de traditions orales. Il s'agit désormais d'archéologie, de technologie et de méthodes scientifiques. Dans les années 1990 et 2000, plusieurs équipes internationales, mongoles, japonaises, américaines, lancent des projets pour tenter d'identifier la sépulture. L'une des initiatives les plus connues est le Valley of the Khan Project, mené avec l'aide de technologies non invasives, car fouiller directement est politiquement et culturellement sensible. La question n'est plus seulement où chercher, mais comment chercher sans profaner. Alors les chercheurs adoptent d'autres stratégies. L'imagerie satellite permet d'analyser les anomalies du relief sur de vastes territoires. Des drones survolent certaines vallées pour cartographier les structures invisibles à l'œil nu. Des radars à pénétration de sol, appelés GPR, sondent les couches souterraines sans creuser. Objectif : détecter une cavité, un tumulus, une structure artificielle dissimulée, voire sans toucher. Mais les résultats restent ambigus. Quelques anomalies géophysiques ont été relevées. Certaines zones présentent des irrégularités, mais aucune preuve formelle d'une sépulture royale du XIIIe siècle n'a émergé. Et c'est ici que l'enquête prend un tournant inattendu. Une hypothèse commence alors à s'imposer. Et si nous cherchions quelque chose qui n'existe pas ? Ou plus précisément, et si nous cherchions un tombeau monumental ? Alors que la sépulture pourrait être d'une extrême simplicité. Certains historiens estiment que la tombe pourrait ne contenir ni trésor spectaculaire, ni chambre funéraire complexe. Peut-être un simple cercueil, enfoui dans la terre, sans architecture durable. Dans ce cas, après 8 siècles d'érosion, de mouvements de sol, de croissance végétale, elle pourrait être devenue indiscernable du paysage. Pas cachée, mais absorbée. Absorbée par la nature qu'elle n'a jamais cherché à dominer. Et cela soulève une question plus troublante encore. Et si l'absence de découverte n'était pas un échec scientifique, mais la preuve que le plan initial a parfaitement fonctionné? Une disparition volontaire? Et si le mystère n'était pas un accident de l'histoire, mais un choix stratégique, un choix culturel, peut-être même un choix politique? Gengis Khan a bâti son empire sur la mobilité. Ses armées ne dépendaient ni de forteresses massives, ni de capital fixe. Elles se déplaçaient vite, frappaient vite, disparaissaient vite. La puissance mongole reposait sur l'imprévisibilité et la maîtrise des vastes espaces ouverts. Rien de fixe, rien de figé. Dans ce contexte, l'idée d'un monument funéraire imposant, figé dans la pierre, aurait presque constitué une contradiction culturelle. Les Mongols du XIIIe siècle entretenaient un rapport spirituel particulier avec la nature. Le ciel éternel, Tengri, dominait leur vision du monde. La terre n'était pas destinée à être transformée en monument, mais respectée comme espace sacré. Construire pour défier le temps n'était pas leur logique. Certaines traditions suggèrent même que les sépultures de grands chefs devaient rester secrètes pour éviter toute profanation ou instrumentalisation politique. Une tombe visible aurait pu devenir un lieu de contestation, de revendication dynastique ou de conflit. En disparaissant dans le paysage, le corps échappait à la récupération symbolique. Pas de lieu à conquérir, pas de symbole à détourner. Alors peut-être que l'absence de tombe n'est pas une anomalie. Peut-être est-ce l'ultime cohérence d'un chef nomade, un empereur sans capital fixe, un conquérant sans palais permanent, un souverain dont la mémoire repose dans les chroniques, mais dont le corps se fond dans la steppe, invisible. Et parfois, l'invisible est plus puissant que le visible. Et si cette invisibilité était précisément le dernier acte de son pouvoir? Car aujourd'hui encore, 8 siècles plus tard, nous continuons de chercher. Mais peut-être cherchons-nous un monument, là où il n'y a qu'un paysage. Ce que l'on sait vraiment, nous savons que Gengis Khan meurt en 1227, au sommet de sa puissance. Ce fait, au moins, ne fait aucun doute. Nous savons que son empire a redessiné les routes commerciales, bouleversé des dynasties et laissé une empreinte durable sur l'Eurasie. Mais nous ignorons toujours où il repose. Et cette absence est peut-être plus éloquente que n'importe quelle stèle. Aucune pierre gravée, aucun sanctuaire, aucun site identifié avec certitude. Après plus de 8 siècles, la tombe demeure introuvable. Pas détruite, pas pillée, introuvable. Et peut-être que le véritable héritage de Gengis Khan n'est pas un monument, mais un mystère qui traverse le temps. Pour conclure, la tombe de Gengis Khan est-elle perdue à jamais? Ou repose-t-elle quelque part sous une colline anonyme des montagnes du Khenty, intacte, silencieuse, oubliée du monde moderne? Peut-être à quelques mètres sous la terre, peut-être à des kilomètres de toute piste connue. Depuis plus de 8 siècles, chercheurs et explorateurs scrutent la steppe.
Mais peut-être que le plus grand mystère n'est pas celui que l'on n'a pas encore découvert. Peut-être est-ce celui qui a été volontairement effacé. Effacé avec méthode. Effacé avec intention. Et si la véritable victoire de Gengis Khan n'avait pas été de conquérir un empire, mais d'avoir disparu sans laisser de traces? Si cette exploration des mystères du passé t'a intéressé, tu peux liker la vidéo, la partager et t'abonner pour continuer à découvrir les grandes énigmes de l'histoire et les secrets que le temps n'a pas totalement révélés.